Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La question des défis climatiques autour du bassin du Congo était au cœur des discussions à Brazzaville ce samedi 28 octobre lors du sommet des 3 bassins, cette zone qui est menacée de déforestation. Vous entendrez le président Denis Sassou Nguesso, hôte de cette rencontre, qui appelle à une action mondiale pour la préservation de cette zone. Au Cameroun, le directeur général du port autonome de Kribi, Patrice Melon, mise sur son extension. Cette extension permettra de désengorger le port de Yaoundé où le temps d'attente des navires est particulièrement long en raison de l'intensité du trafic, mais aussi de participer au renforcement de la croissance économique nationale. Et puis, coup d'État au Gabon, c'est le titre du nouvel ouvrage de l'écrivain béninois Badaro Moftaou, paru aux éditions Litch à Paris. Entre fiction et réalité, l'auteur tente d'apporter des éléments de réponse sur cet événement politique inédit au Gabon. Il sera avec nous en fin d'édition pour en parler. C'est une quinzaine de chefs d'État du continent, dont le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, ont pris part ce samedi 28 octobre à Brazzaville au sommet des 3 bassins. Cette rencontre est une initiative de la République du Congo. Son objectif est de renforcer la coopération entre le bassin du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong pour mieux faire face aux défis du changement climatique. Les 3 bassins qui représentent 80% des forêts tropicaux du monde et les 3/4 de sa biodiversité. Je vous propose d'écouter le président Denis Sassou Nguesso, hôte de cette rencontre, qui appelle à une action mondiale pour préserver les puits de carbone. Le défi climatique figure aujourd'hui parmi les menaces les plus inquiétantes pour la planète Terre. La montée du niveau des mers, la désertification, les épisodes caniculaires, les inondations et les glissements de terrain nous interpellent tous, y compris les climato-sceptiques. Ces phénomènes qui affectent de plus en plus les communautés humaines, la faune et la flore, en particulier dans les pays en développement, appellent à une mobilisation mondiale. Avec 1,5 milliard d'habitants et 80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l'Amazonie, du Bornéo, Mékong et du Congo concentrent 80 000 espèces de plantes. Je dis bien 80 000 espèces de plantes, 4 000 espèces de poissons, 3 000 espèces d'oiseaux et 500 espèces de mammifères. Étendre le port de Kribi, c'est l'ambition des autorités camerounaises mises en service en 2018. Ce port qui s'étend sur plus de 450 000 km² permet de désengorger le port de Yaoundé où le temps d'attente des navires est particulièrement long en raison de l'intensité du trafic. Ce port en eau profonde qui a assuré plus de 10 millions de tonnes de trafic total, devrait abriter une ville de 100 000 habitants d'ici 2040. Les détails avec ce sujet de Marie-Raphaël Tolo. Efficacement répondre aux défis permanents du secteur logistique en perpétuelle mutation, marqué par l'instantanéité, la globalisation, la massification et la digitalisation, est un challenge que le secteur portuaire du Cameroun, notamment le port de Kribi,
se bat si mal pour atteindre. Des stratégies telles que l'implémentation des systèmes d'information robustes, sur mesure et intelligents ou encore le suivi opérationnel des escales sont des mesures déjà initiées pour répondre à cette cause. Toutefois, pour un résultat plus optimal, en vue d'industrialiser le Cameroun, l'État camerounais a misé sur l'extension de ce dit port. Le chef de l'État attribue au port de Kribi 15 000 hectares de terrain, ce qui en fait l'un des ports les plus vastes au monde. Et ces 15 000 hectares de terrain sont destinés à l'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une zone industrielle intégrée sur 1500 hectares. Naturellement phasée, de manière phasée. Et sur ces 1500 hectares, nous comptons développer des industries de toutes sortes, de tout genre, selon le schéma d'aménagement qui existe. 4 ans après le démarrage de ses activités commerciales en mars 2018, le port autonome de Kribi a déjà vu transiter près de 1600 navires pour un trafic global estimé à plus de 33 millions de tonnes de marchandises diverses, essentiellement grâce aux exportations de gaz naturel liquéfié. D'après Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi, seulement 1/10 des installations portuaires prévues initialement du port de Kribi est aujourd'hui sortie de terre. Ainsi, une pleine extension de ce port permettra d'industrialiser toute la ville de Kribi avec des chances d'atteindre les zones périphériques. La zone industrielle de Kribi va être, qu'on le veuille ou non, la principale zone industrielle du Cameroun. Nous attendons 50 000 emplois directs sur ces 1500 hectares. Avec un impact déjà certain sur toute l'économie de l'Afrique centrale, le port autonome de Kribi, selon le directeur général, aspire également dans les prochaines années à devenir une zone économique avec pour intérêt principal de favoriser l'accès à des infrastructures de qualité ainsi qu'à de nombreux avantages administratifs, fiscaux et douaniers. Une avancée qui, selon lui, contribuera aussi à amener le Cameroun à atteindre ses objectifs de développement à l'horizon 2035. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a signé 2 décrets autorisant l'émission nationale d'instruments en devises étrangères et permettant également que tous les fonds en dehors du système bancaire soient introduits dans les banques. Cette décision qui vise à stabiliser le marché des devises pourrait entraîner une revalorisation de la monnaie nationale, le Naira. Plus de précisions avec Nathalie Mo. Le gouvernement nigérian a annoncé un plan visant à stabiliser le marché des devises. Le 26 octobre 2023, la presse locale a révélé que l'exécutif a conclu un accord avec la Nigerian National Petroleum Company Limited, la NNPC. 7 milliards de dollars des dividendes générés par l'exploitation du gaz naturel liquéfié seront ainsi titrisés. L'objectif de cette opération est de rembourser des dettes sur le marché des titres publics arrivés à échéance. Les autorités nigérianes s'attendent à une amélioration de la liquidité et une appréciation de la monnaie à environ 1000 naira pour $1 contre environ 800 naira pour $1 actuellement. Il est très objectif de retarder le versement de leurs dividendes libellés en devises en les titrisant. Ceci permet très bien d'atténuer la crise de devises naissante dans l'économie nigériane. La confiance du gouvernement du Nigeria dans son nouveau plan d'apport en liquidité dans les réserves de change se fonde sur les performances de la Société nationale de production de gaz naturel liquéfié. En effet, la NNPC verse en moyenne 6 milliards de dollars de dividendes au trésor public nigérian annuellement. Pour maintenir ce cap, le Nigeria compte améliorer la production de gaz, une production qui a baissé à 40,4 milliards de mètres cubes en 2022 contre 45,2 milliards de mètres cubes en 2021. Le secteur pétro-gazier est une source significative de production de devises au Nigeria. Les opérateurs transfèrent à leur siège des ressources en devises et non en naira. De plus, ils achètent des fournitures et autres technologies ou pièces de rechange à l'étranger
en devises et non en naira. Donc, c'est un secteur où on manipule beaucoup de devises. Le président Bola Tinubu a signé 2 décrets autorisant l'émission nationale d'instruments en devises étrangères et permettant également que tous les fonds en dehors du système bancaire soient introduits dans les banques. La Banque centrale a affirmé que la levée des restrictions sur l'importation de 43 produits, notamment le riz, le ciment et les huiles végétales, contribuerait à mettre fin à la crise des changes au Nigeria. À la page sport, les Springboks conservent leur titre avec un point d'avance sur la Nouvelle-Zélande pour décrocher le trophée Webelis 12-11 ce samedi 28 octobre au Stade de France. L'Afrique du Sud reste avec sa couronne planétaire et devient le premier pays à être sacré champion du monde 4 fois de suite. En 1995, en 2007, en 2019 et enfin en 2023 avec ce nouveau trophée. L'équipe sud-africaine devient ainsi la plus titrée devant leur adversaire. Le rendez-vous est donné en 2027 en Australie pour la 11e édition de la Coupe du monde de rugby. Toujours à la page sport, Tyson Fury s'est imposé face au Camerounais Francis Ngannou par une décision partagée 94-95, 96, 93, 95-94 ce samedi 28 octobre lors d'un combat organisé à Riyad en Arabie Saoudite, un combat inédit pour Francis Ngannou, combattant du MMA, fraîchement converti à la boxe anglaise. Le boxeur a montré une résistance sur l'ensemble des 10 rounds. Il a envoyé son adversaire au tapis, sonné. Fury s'est relevé mais n'est jamais parvenu à faire chavirer Ngannou. Finalement, Francis s'est battu au point, mais vainqueur moral face à Tyson Fury. Dans l'actualité culturelle, à présent, l'auteur béninois Badarou Muftaou revient avec son nouveau livre d'espionnage après Panique à Cotonou en 2014, Putsch à Libreville en 2015, La vengeance d'Aïcha Kadhafi en 2018. Il vient nous parler aujourd'hui de coup d'État au Gabon. Il s'agit du numéro 4 de la série d'espionnage Service secret français. Dans ce 4e numéro, il fait une excursion au Gabon. Badarou Muftaou est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci pour l'invitation. Coup d'État au Gabon est le 4e ouvrage d'une série d'espionnage. Votre roman semble très réaliste. Quelle est la part de la fiction et quelle est celle du réel ? Véritable roman d'espionnage doivent absolument s'ancrer dans le réel. Tout part d'abord d'une fiction, d'une idée fictionnelle, mais il faut absolument ancrer cette idée fictionnelle dans le réel pour être au plus près du lecteur, pour que le lecteur vraiment ressente tout ce que nous traduisons à travers le roman. Donc, coup d'État au Gabon, comme son nom l'indique, est survenu au Gabon, n'est-ce pas? Et donc, le cadre, c'est évidemment Libreville et les quartiers de Libreville, sachant que j'ai passé 7 ans au Gabon, et donc j'avais beaucoup de plaisir et beaucoup de réalisme pour décrire les quartiers de Libreville. Voilà. Donc, idée fictionnelle, mais qui s'ancre absolument dans le réel. Le coup d'État est survenu réellement le 30 août au Gabon. Vous publiez votre roman seulement 3 semaines après. On imagine donc que c'est un scénario qui avait germé dans votre esprit bien avant. En 2015, j'avais déjà publié Putsch à Libreville. C'était une idée qui m'est venue comme ça, puisque je devais donner une suite au premier numéro de la série Service secret français. Et donc en 2015, Putsch à Libreville. Et donc depuis 2021-22, il m'est venu à l'idée quand même de densifier Putsch à Libreville. Donc j'avais déjà trouvé le titre, le nouveau titre, Coup d'État au Gabon, ne sachant évidemment pas, je n'ai pas de dons de voyance, je ne savais pas du tout qu'il y aurait un coup d'État au Gabon. Et donc j'étais en train de densifier mon roman quand le coup d'État est intervenu. Et bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et réactualisé maintenant ce roman. Et j'ai inclus le personnage du général Oligui Nguema, qui, comme chacun sait, évidemment, a été porté à la tête du Gabon, maintenant à la faveur du coup d'État du 30 août 2023. Voilà. Quelles sont les caractéristiques de votre héros, à part le fait qu'il est un intrépide travaillant pour la DGSE ? Mon héros
il faut savoir déjà que généralement les auteurs, nous avons l'habitude de transmettre quelques-uns de nos caractères, quelques-unes de nos qualités aux héros. Évidemment, ce héros, Jimmy Boris, il vient du Bénin, comme moi. Il affectionne le thé à la vanille. Et il est intrépide, comme ça a été signalé dans le roman. Mais surtout, il est loyal, il est fidèle. Et il aime c'est un esthète, en fait. Esthète, épicurien, il aime tout ce qui est beau. Les vêtements, l'habitat et tout ça, quoi, voilà. Donc, j'ai transféré quelques-uns de mes caractères, évidemment, à ce héros, Jimmy Boris. Ce roman est une fiction, comme on l'a dit. Pourtant, il prend racine dans une réalité politique. Les coups d'État ont d'ailleurs été multiples ces dernières années sur le continent. Y a-t-il tout de même une analyse politique dans ce roman ? Une valeur, on va dire, pédagogique. En tout cas, je veux transmettre quelque chose à travers ce roman. Il y a une information, évidemment, à travers ce roman. C'est-à-dire que dès lors que le système politique dans un pays est embrigadé, des détournements se font vraiment à une échelle industrielle. Et tous les espoirs d'alternance au pouvoir, n'est-ce pas, des opposants, sont complètement bridés, et bien cela aboutit nécessairement à un coup d'État. Voilà un peu le message sous-jacent qui transparaît à travers le coup d'État au Gabon. Participez-vous un peu à l'éveil des consciences en ce qui concerne le nombre de coups d'État, par exemple, qui se passent sur le continent à travers vos fictions? Ah oui, bien sûr, c'est une piqûre de rappel. C'est une façon d'exhorter, n'est-ce pas, les gouvernants à absolument écouter la population, à absolument prendre en compte des considérations, assurer ne serait-ce que le minimum vital aux populations. Les populations ne demandent pas grand-chose en vérité. Vous pensez que les populations africaines ne sont pas bien écoutées par les gouvernants? Ça dépend des pays. On ne peut pas généraliser. Ça dépend des pays. Il y a des pays où vraiment tous les espoirs d'alternance politique sont absolument bridés. Et quand tout est vraiment bridé comme ça, l'armée arrive au secours de la population et prend les devants des choses. Pourquoi avoir lancé cette série d'espionnage qui est à son 4e numéro? À quand le prochain numéro? Le prochain numéro paraîtra, le numéro 5 paraîtra en 2025, l'année prochaine, 2025, dans 2 ans. On est en 2023. Pourquoi avoir lancé cette série d'espionnage? Tout simplement parce que c'est ce que je lis souvent, c'est ce que j'ai le plus lu. Mais il faut savoir quand même que j'ai eu un parcours, j'ai fait ce qu'on appelle un parcours initiatique. J'ai commencé par l'écriture des nouvelles. Après, j'ai publié des recueils de poèmes. Et avant de lancer, quand je me suis senti aguerri, quand je me suis senti prêt, j'ai maintenant lancé cette série d'espionnage Coup d'État au Gabon. Cette série d'espionnage Jimmy Boris, pardon. Pourquoi vos écrits sont toujours inspirés de thèmes en rapport avec la vie politique sur le continent? Parce que la politique me passionne, évidemment. La politique me passionne. Comme dira quelqu'un, si vous ne faites pas la politique politique vous verra. Donc, tout simplement parce que la politique me passionne, voilà. Le polar africain est encore mal connu. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une nouvelle dynamique pour ce genre littéraire sur le continent? S'il n'y a pas encore de nouvelle dynamique, moi je m'inscris dans une certaine dynamique. Je ne dis pas que je suis pionnier dans la matière, il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit beaucoup de polars, mais il faut maintenir la flamme, c'est important. Il faut absolument maintenir la flamme. Donc moi je m'inscris justement dans ce maintien de la flamme. Merci Badaro Mouftaro d'avoir été notre invité dans cette édition du QG Weekend. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Coup d'État au Gabon, un livre d'espionnage qui parle de la vie politique au Gabon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.